What is the Bank Recovery and Resolution Directive? The Bank Recovery and Resolution Directive is an EU directive designed to create a framework for authorities to manage bank failures effectively. On a les hautes institutions européennes qui ont dit qu'en cas de pépin, ils ponctionneraient les comptes bancaires au-dessus du niveau des 100 000 euros. Donc, que vaut cette garantie des 100 000 euros? Est-ce qu'il faut vraiment y croire? Qui est derrière cette garantie en fait des 100 000 euros? Alors si on fait un petit flashback de ce qui s'est passé à Chypre en 2013, on a deux éléments qui sont très importants. Le premier élément, c'est que Chypre a bénéficié de 10 milliards d'euros d'aide en provenance du FMI et de l'Union européenne. La deuxième chose, c'est que ces 10 milliards, ils représentent 2/3 du PIB de Chypre. C'est absolument énorme. Donc la question qu'on se pose actuellement, c'est qui serait en mesure d'aider un pays de l'Europe à la hauteur, par exemple, je sais pas moi, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou même la France, à cette hauteur de 2/3 du PIB. Si on se retrouve dans une situation comparable, quelle institution est capable d'aider à cette hauteur-là un pays européen beaucoup plus important que Chypre? Ça fait partie d'une énorme question que se posent notamment le FMI et l'Union européenne. Ils n'ont absolument aucune solution en dehors de nous, les épargnants, qui sommes en possession de liquidités sur nos comptes bancaires. Alors, qu'est-ce qui décide de ça? C'est la BRRD. En gros, c'est la directive sur le redressement et la résolution des crises bancaires. Bon, il y a un terme anglais qui s'affiche ici, je vous le mets. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser maintenant d'un peu plus près au type de pouvoir que l'État a désormais en sa possession grâce à cette BRRD. Alors, on va vraiment voir maintenant comment ça fonctionne. C'est-à-dire si on a une faillite bancaire, on va voir que dans un premier temps, ce sont les actionnaires qui vont passer à la caisse. Dans un deuxième temps, ça va être les détenteurs d'obligations de la banque qui vont passer à la caisse. Et dans un troisième temps, si ce n'est pas suffisant tout ça, ça va être tout simplement les déposants, c'est-à-dire les gens comme vous et moi qui avons un compte à la banque avec de l'épargne. Alors, il faut savoir qu'il y a une garantie qui existe, qui est là pour éviter tout simplement la fuite des capitaux en dehors de ces banques et même en dehors de la zone européenne. Et elle est aussi là pour éviter un bank run avec notamment des centaines de milliers de personnes qui se présentent devant la banque et qui réclament leur argent si la banque fait faillite et que donc on leur ponctionne l'intégralité de leur compte bancaire. Alors il faut aussi savoir que cette directive, elle sera inscrite officiellement dans les droits nationaux le 1er janvier 2016. Donc là, tout ce que je viens de vous expliquer, ça c'est la théorie. Mais maintenant, dans les faits, on va voir que tout ça, ça fonctionne différemment avec notamment des choses qui se sont passées cette année et qui sont assez bluffantes. Alors, au 1er mars 2015, on a eu l'Autriche qui a appliqué pour la première fois la directive de la BRRD. Alors, donc là, on a eu concrètement une banque autrichienne qui s'appelle la Hypo Alp Adria. Donc, c'est l'État qui détient la totalité de cette banque qui a déjà été recapitalisée plusieurs fois. Donc, l'État autrichien est actionnaire de cette banque et il en détient la majorité. Donc en tant qu'actionnaire, il aurait dû être le premier à passer à la caisse, mais il a utilisé la directive tout simplement et il a décrété que ce ne seraient pas les actionnaires qui paieraient en premier lieu, mais que ce seraient les détenteurs d'obligations qui paieraient les pots cassés et donc les pertes de la banque. Et il faut savoir que donc la perte sèche, elle est estimée à environ 60 à 70% de pertes donc sur les obligations que détenaient les détenteurs d'obligations de cette banque. Donc c'est la première fois que cette directive elle est appliquée en Europe. Ça a été réalisé en un week-end sans absolument aucune concertation. On a eu le droit là véritablement en hold-up sous couvert d'un État qui est absolument tout puissant. Donc le premier constat, c'est que sans une transposition de cette directive dans les droits nationaux, l'État peut s'en servir comme il le souhaite. C'est ce qui s'est passé là, on l'a vu en Autriche.
Et au moment où je tourne là, cette vidéo, ni la France ni l'Italie ne l'a transposée dans leurs droits nationaux, qui doit donc avoir un effet au 1er janvier 2016. Donc pour le moment, si une banque fait faillite, par exemple en France, l'État français peut manipuler cette directive comme bon lui semble et il peut faire exactement comme l'Autriche l'a fait en mars dernier. Alors c'est là que les choses se compliquent. Ce fonds de garantie, il devait normalement être doté de 55 milliards d'euros. Et en cas de gros problème, il devait pouvoir avoir la capacité d'emprunter directement sur les marchés financiers, donc pour pouvoir assumer une série de banques qui font faillite et pouvoir rembourser à hauteur de 100 000 euros les gens qui ont des comptes bancaires et qui se sont fait donc spolier, ou en tout cas qui ont perdu leur argent dans une crise bancaire. Ce qui s'est passé là très récemment, donc c'était mi-septembre, c'était le week-end du 12 septembre 2015, pendant la réunion de l'Eurogroupe et de l'Ecofin au Luxembourg, on a l'Allemagne qui s'est fermement opposée à ce fonds de garantie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Allemagne impose en premier lieu aux pays européens de mettre en place des procédures de faillite souveraine avant de parler d'un tel fonds de garantie, parce qu'au final, ça, ce serait un fonds de garantie qui serait mutualisé, et l'Allemagne ne veut qu'en premier lieu, les États aient un plan de secours pour éviter que tout le monde paye les pots cassés d'un mauvais État, en gros. Donc, à ce jour, la garantie des 100 000 euros, elle vaut absolument rien. Même si vous n'avez que 10 000 euros, il n'y a absolument rien qui vous assure de les récupérer si votre banque fait faillite. Alors pour conclure, je vous rappelle que les banques européennes, c'est les banques les plus risquées au monde à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'elles détiennent tout simplement les records de leverage ratio, c'est-à-dire qu'elles spéculent sur les marchés financiers avec des positions qui vont de 25, 30 à 40 fois leurs fonds propres. Donc en gros, elles utilisent un levier qui est absolument monstrueux et qui, en cas de grosse crise majeure ou déflation, ferait exploser littéralement les banques. Et pour le moment, là, il n'y a plus véritablement de plan de secours de prévu pour ces banques. Elles ne seront pas recapitalisées en cas d'une énorme, véritable crise systémique liée actuellement, en tout cas, ce qui pèse sur l'économie, c'est une crise liée aux banques centrales. On a aussi un problème qui n'a pas été résolu depuis 2008, c'est tout simplement la séparation des banques d'affaires, de l'activité banque d'affaires, de l'activité de banque de défaut. Ça signifie tout simplement qu'en France, par exemple, les banques, quand vous déposez votre argent dans votre banque, leur activité de banque d'affaires permet de prendre en garantie vos fonds à vous pour spéculer sur les marchés. Donc s'il y a des pertes, les pertes se répercutent directement sur vos comptes. Et ça, il n'y a pas énormément de banques dans le monde qui ont séparé leurs activités de banque d'affaires et de banque de dépôt. Et pourtant, c'est un énorme gage de sécurité si une banque rencontre des difficultés. Souvenez-vous, tout vient de là, cette histoire de garantie européenne des dépôts qui a été tout d'un coup évoquée par l'Allemagne. Allemagne qui se refuse depuis la crise des subprimes, la chute de Lehman Brothers et toutes les difficultés liées à la crise économique, on va dire, qui va de 2007, 2008, 2009, dont on n'arrive toujours pas à se remettre. Et l'Allemagne a toujours refusé une Union européenne des dépôts pour une raison simple. C'est que l'Allemagne a toujours eu peur d'être considérée comme la fourmi dont les sous iraient évidemment récompenser les méchantes cigales françaises, italiennes, espagnoles, bref, tous ces pays latins qui dépensent plein de sous, mais dont les banques ne sont pas forcément tellement plus fragiles que les banques de notre grande Germanie. Et donc, d'ailleurs, nos amis belges, eux, ils ne sont pas tellement dupes de cette proposition allemande, puisque le soir, en Belgique, avait même titré « Union bancaire, la proposition allemande n'est pas sans arrière-pensée », une manière très pudique et fort sympathique de dire tout le mal que nos amis belges pensent de la proposition allemande sur une garantie des dépôts européenne qui, évidemment, pourrait amener les cigales que nous sommes à les payer pour les gentilles fourmis allemandes
qui ont quand même beaucoup merdouillé dans une affaire, et pas des moindres, qui est celle de la Deutsche Bank. Alors, la Deutsche Bank, je suis allé vous chercher quelques petits chiffres fort sympathiques dans les 289 pages de l'état du dernier rapport financier. Alors, le bilan de la Deutsche Bank, il passe de 1200 à 800 milliards d'euros. Donc une grosse baisse, une baisse importante, significative du bilan de la Deutsche Bank. Vous allez me dire, que se passe-t-il? Eh bien, que se passe-t-il? Regardez, il y a une bad bank. La bonne traduction en français, c'est structure de défaisance. Et pour les plus anciens comme moi qui ont la barbe grise et les tempes grisonnantes également, on se souvient de la dernière importante structure de défaisance qui avait été créée en France dans le cadre d'un grand problème bancaire. C'était pour la faillite du Crédit Lyonnais à l'époque, qui s'appelle LCL aujourd'hui, et on avait créé, le gouvernement français avait créé ce qu'on appelait le CDR, le consortium de réalisation, qui était le nom savant et très politiquement correct, évidemment, de cette bad bank française de l'époque, qui était une structure de défaisance pour se défaire de tous les actifs pourris, moisis et toxiques qui viennent pourrir le bilan de la banque que l'on souhaite soigner. Et donc évidemment, dit autrement, la création d'une bad bank ou d'une structure de défaisance, les amis, vous savez ce que c'est? C'est la socialisation des pertes alors que les profits ont bien été privatisés, puisqu'en fait on retire de la Deutsche Bank les actifs pourris, ce qui va bien entendu, même si ça a pour effet ce nettoyage de bilan, évidemment de faire baisser, de contracter la taille du bilan de la Deutsche Bank, ça va surtout permettre à la Deutsche Bank d'afficher de bien meilleurs résultats, et puis de transférer aux contribuables ses actifs pourris et ses 75 milliards de pertes. Une exposition finale de risque de 1500 milliards, un montant de dérivés de 45 000 milliards et des instruments financiers de trading pour compte propre qui passent de 600 à 300 milliards et qui sont gérés en extinction. Et c'est là-dedans, dans cette poche-là, que vous retrouvez ce qui vient alimenter et se mettre dans cette bad bank. 1515 milliards d'euros d'exposition totale au risque. Alors attention, c'est un risque maximum, enfin, c'est calculé, présenté comme étant un risque maximum, mais vous allez voir que c'est assez juste à mon avis, et ça donne quand même un montant, un point de référence important sur les montants que la Deutsche Bank pourrait être amenée à perdre. En comparaison, le PIB français, c'est 2500 milliards d'euros en gros chaque année, hein, juste pour vous permettre d'avoir un étalonnage pour comparer. Donc ça, c'était page 56 du rapport. On passe à la page 140. Et à la page 140, eh bien, nous avons les dérivés et instruments financiers de trading. Donc c'est le compte propre de la Deutsche Bank, hein, c'est ces fameux 303 milliards. Et donc notamment dans ces 303 milliards, pourquoi je voulais zoomer sur ce petit tableau? Parce qu'en fait, vous avez des derivative financial instruments, et donc vous avez des produits dérivés, des instruments financiers dérivés, et donc vous en avez pour 88 milliards, excusez-moi. C'est là-dedans hein, que se cachent les pertes de la Deutsche Bank. Ça se cache tellement que, hop, regardez la petite ligne, le risk adjustment ou l'ajustement du risque, 286 milliards. Ouh là là les copains, je pense qu'il va y avoir de quoi alimenter sérieusement la bad bank, c'est-à-dire la structure de défaisance qui a été créée pour loger les actifs toxiques de la Deutsche Bank. Il n'y a pas à dire. Je crois qu'on ne va pas manquer de toxiques et d'actifs toxiques et de toxicité pour alimenter cette structure de défaisance. Il va y avoir plein de trucs pourris dont il va effectivement falloir se défaire. 286 milliards, moi quelque chose me dit dans mon petit doigt que là, cette ligne, elle est évidemment fort intéressante. Ça, c'était la page 140. Alors, le montant total des produits dérivés, 43 987 milliards et 782 millions, très exactement. Alors, OTC, ça veut dire over the counter, là, vous savez, c'est les trucs qu'on échange sous le tapis. Rien que le nom, je le trouve assez génial. Le mot OTC, c'est vraiment les produits qu'on s'échange sous le radar. C'est un peu du gré à gré, si vous voulez. Mais ça se voit pas. Il n'y a pas un marché, spécifique, et donc, voilà, c'est tout ça, c'est très fumeux, c'est très opaque.
Il y en a pour 44 000 milliards d'euros. C'est une somme considérable, mais souvenez-vous, ce n'est pas le risque final. Il est de 1515 milliards d'euros selon la Deutsche Bank et je pense que le calcul est plutôt juste. Ces 1515 milliards, c'est ça qu'ils sont censés refléter, c'est ce risque final-là. Est-ce que le calcul est juste? De vous à moi, pipeau, tambour et flûte, hein, d'accord? Personne n'est capable, sur 43 987 milliards d'euros de produits dérivés, de vous faire un calcul qui soit fiable sur les pertes finales. C'est pas possible, d'accord? C'est impossible, c'est trop compliqué. Donc ce sont évidemment des approximations approximatives faites à la louche, au doigt mouillé, et un mélange de tout ça. Et donc, on met des tampons, il y a des commissaires aux comptes, bon, après, tout ça c'est vachement sérieux, mais c'est à peu près aussi sérieux que le Titanic qui avait été construit par des professionnels et qui évidemment était totalement insubmersible. Bon, on est évidemment dans le même type d'approche. Donc, voilà, simplement, ne confondez pas les montants notionnels avec la réalité des risques, mais en revanche, ça vous donne une idée de l'ampleur, rien que sur une seule banque des produits dérivés, on est à 45 000 milliards, on est à plus de 700-800 000 milliards au niveau de la planète entière, donc c'est des montants qui sont totalement délirants, et ces montants sont tellement délirants qu'évidemment, s'il se passe le moindre petit aléa de marché, mot ou terminologie pudique pour dire gros problème, et bien évidemment en cas de gros problème, tout ça, ça peut sauter. Et donc pourquoi les marchés interbancaires sont complètement gelés? Parce que tout le monde sait que tout ça, ça peut sauter à n'importe quel moment et que personne ne sait qui va perdre quoi. Et donc personne n'a envie de prêter à personne. Et depuis Lehman Brothers et depuis 2008, on est toujours dans cette situation-là. Rien n'a fondamentalement changé, si ce n'est le soutien toujours répété des banques centrales qui permettent de tenir tout ça en fonctionnement. Mais, et ça c'était, je trouvais le contraste assez intéressant, donc en fouillant un petit peu dans ce rapport d'activité annuel de la Deutsche Bank, eh bien vous avez je crois c'est dans les pages 86. C'est la page 86. Vous avez les salaires versés aux gentils et aimables Mamamouchi qui gère la Deutsche Bank et au patron de la Deutsche Bank, dont le salaire passe de 37 millions à 52 millions. Ah oui, alors ils n'ont pas doublé les salaires, mais enfin presque, on se gave du côté de la Deutsche Bank. Plus ça va mal et plus les mecs ils se gavent, ils prennent des sous, ils s'empiffrent, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Plus le contribuable il prend 75 milliards de structures de défaisance et d'actifs pourris et toxiques, plus eux ils se gavent, le banquier repue, comme dirait De Funès. Et le pire, c'est que c'est vraiment lié au fait que ça aille mal. Parce que le gros de l'augmentation des primes, c'est pas tant la base salariée qui passe de 29 à 25. Ah, dites donc, ils gagnaient 29 millions en 2017, ils gagnent plus que 25 millions. Ils ont même eu une baisse de salaire, dites donc. Mais on leur a augmenté les primes, puisque les primes, elles passent de 2 millions à 20 millions. Et oui. Et pourquoi les primes elles passent à 20 millions? Parce qu'ils ont été primés sur les Restricted Equity Awards. Yes, in English in the text. Et donc, c'est quoi les Restriction Equity Awards? Eh bien, c'est la récompense pour votre capacité à réduire la taille du bilan, en gros. D'accord? Et donc, comme ils ont réussi, souvenez-vous, les 600 milliards qui deviennent 300 milliards, ces activités de trading pour compte propre qu'ils ont réussi à réduire, c'est assez facile de les réduire, hein, surtout quand on met 75 milliards d'actifs pourris qu'on refile à la collectivité allemande, en disant au peuple allemand, tiens, hop, je te passe les produits pourris et donc je te socialise les pertes. Et puis moi, je me privatise mes gains quand même et je me fais 20 millions d'euros de primes. C'est absolument charmant et je pense tout de même que, voilà, faut pas s'étonner après de l'écœurement de certains citoyens et de certains mouvements populaires qui trouvent évidemment, c'est pas du populisme, c'est que quand vous avez des gens qui se serrent la ceinture et à qui on serre la ceinture en permanence pour contempler ce genre de gavage collectif au sein d'une banque qui va extrêmement mal et qui vire, soit dit en passant, 20 000 ou 30 000 collaborateurs, qui divise son activité par deux, enfin, voilà, derrière, il y a des dégâts humains qui sont considérables et les types là-haut, à la tête de ça, ils se gavent. Et c'est si jamais on a affaire à un aléa de marché, c'est-à-dire à une crise.
et on va vers une crise. Et alors, comme on va vers une crise et que les Allemands le savent, pour mutualiser au niveau européen les pertes de nos systèmes bancaires, ça serait peut-être pas si mal. Donc évidemment, collectivement, je pense qu'il ne faut pas forcément porter comme étant une grande réussite l'idée de cette garantie bancaire européenne qui, là, effectivement, viendrait surtout aider la Deutsche Bank plus que les citoyens français, espagnols, etc. Donc c'est un peu faux cul. Alors, Angela Merkel, fatiguée, mais satisfaite. La chancelière allemande vient de gagner son pari. Les États membres de l'Union européenne affronteront ensemble l'après-coronavirus. Nous avons donné une réponse à la plus grande crise de l'Union européenne depuis sa création, dans le cadre de ce plan de relance. Beaucoup d'ailleurs de nos collègues nous l'ont dit, ils ont été parfois surpris de l'accord franco-allemand du 18 mai dernier. En 2 mois, nous avons réussi à bâtir un consensus pour que ce plan de relance inédit devienne une décision et donc une réalité. Un couple franco-allemand uni, c'est comme cela qu'Angela Merkel compte traverser la tempête économique, opérant un virage à 180 degrés. Car depuis 2005, la chancelière allemande s'affiche tout sourire avec chaque président, mais en coulisses, c'est une autre histoire qui se joue. Il y a bien des sujets qui fâchent. Récemment, le Brexit ou les États-Unis. Et la chancelière allemande ne se prive pas d'afficher publiquement ses divergences. Bien sûr, nous avons des confrontations. Il y a des différences de mentalité. Des différences de mentalité, et d'abord en matière économique. À la tête de la première puissance de l'Union, Angela Merkel prône la rigueur budgétaire. Intransigeante en 2015, alors que la Grèce peine toujours à se relever de la crise financière, le message est clair, l'Allemagne ne paiera pas plus. J'ai dit qu'une réduction de la dette est pour moi hors de question, et cela n'a pas changé entre avant-hier et aujourd'hui. Une politique d'austérité très mal accueillie. Celle surnommée la reine de l'Europe s'attire les foudres du peuple grec, qui va jusqu'à l'associer au symbole nazi. Peu sensible au sort des pays du sud de l'Union, pourtant la même année, c'est bien Angela Merkel qui appelle ses voisins à la solidarité lors de la crise migratoire. Si l'Europe échoue dans la crise des réfugiés, ce lien avec les droits civils universels sera rompu. Il sera détruit. Et ce ne sera pas l'Europe que nous nous représentons. Ce ne sera plus l'Europe dont nous devons toujours aujourd'hui développer le mythe fondateur. Angela Merkel, qui est aujourd'hui au chevet des pays durement touchés par la crise du coronavirus, avec la défense d'une dette commune. À quelques mois de la fin de son 5e mandat, annoncé comme le dernier, la chancelière prépare sa sortie et sa trace dans l'histoire de l'Union. Par exemple, sur la question importante sur laquelle François Hollande revient régulièrement, des euro-obligations, des eurobonds, est-ce qu'Angela Merkel a raison de ne pas vouloir dès maintenant la mutualisation, la mise en commun des dettes de la zone euro? Est-ce qu'elle a raison? Nous pensons que c'est une bonne idée que d'un jour mutualiser les dettes et les emprunts. Le principe est bon. Et d'ailleurs, la preuve que l'Allemagne peut bouger, c'est qu'elle a accepté le principe des project bonds, c'est-à-dire cela même que nous avions proposé, des emprunts mutualisés pour investir, comme l'avait fait François Fillon avec en des France, objectifs précis. Avec des objectifs précis, et Dieu sait s'il y a de quoi investir dans la transition écologique, le changement énergétique, les réseaux Internet. Il y a plein de projets dont nous avons tous besoin, y compris l'Allemagne. Donc ça, c'est pour aller plus loin, voilà.
comme la Commission européenne, comme José Manuel Barroso l'a proposé, comme la France le soutient. Il faut une question préalable, il faut une condition préalable, c'est la confiance. Donc il faut que le traité budgétaire soit accepté et il faut que les Européens aient confiance les uns dans les autres. D'ailleurs, il y a un très bon rapport parlementaire européen de Sylvie Goulard sur ce sujet qui ouvre le débat. Le débat est ouvert, l'Allemagne ne refuse pas le débat.